Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Ministre. Le commandant suprême et son gouvernement font beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs dépendants. Nous allons y revenir. Mais avant toute chose, je voudrais que nous puissions nous attarder sur un certain nombre de faits. Et, Monsieur le Ministre, je tiens vraiment à vous remercier pour toutes les occasions que vous offrez aux forces armées pour clarifier certaines informations qui, en réalité, ne pouvaient même pas faire l'objet de débats. Et surtout qu'il y a beaucoup de spéculations sur ce qui se passe dans l'armée. Il faudrait que, de temps en temps, nous puissions venir ici pour clarifier les choses. Et le chef d'état-major général m'a envoyé à vos côtés pour que nous puissions nous adonner à cet exercice. Effectivement, on ne va pas s'arrêter là. S'il y a des questions d'ordre général, nous allons essayer de les rencontrer. Et je préviens nos consoeurs et confrères qui sont ici que nous, on est en politique. On ne va pas répondre aux questions qui ont des connotations politiques. Pour vous permettre d'avoir une idée sur notre noble métier des armes et de couper court à certaines spéculations, nous avons prévu aujourd'hui d'être pédagogiques. Pédagogique pourquoi? Parce que vous devez, en tant que journaliste, en tant que communicateur, connaître ce qu'est un officier. Quelles sont ses qualités, quels sont ses devoirs, quel est le profil de l'officier. Depuis la nuit des temps, l'officier est ce militaire, pétri des valeurs morales et des qualités professionnelles qui les hissent dans la classe et la catégorie des nobles. L'officier n'est pas noble par sa volonté. L'officier n'est pas noble non plus à cause de sa tenue, de son grade, de la fonction qu'il occupe à la tête des unités de l'armée. L'officier est noble à cause justement des valeurs morales incarnées en lui. Parmi ces valeurs se trouve en pole position le courage d'affronter les dangers et la mort, le courage de conduire les hommes sous le feu au combat, le courage surtout de conduire la troupe sur ce que les guerriers appellent le chemin étroit qui mène à la victoire. Oui, ce chemin est tellement étroit que seuls les militaires de caractère, l'officier qui sert d'exemple à ces hommes, seul l'officier qui sait galvaniser ses troupes, l'officier armé d'un courage exceptionnel ose l'emprunter. Cet officier est un véritable leader, comme je l'ai dit tout à l'heure, pétri des valeurs morales strictement nécessaires à l'accomplissement de sa mission de chef militaire. Chef militaire, il faudrait qu'on puisse aussi en parler. On est chef militaire parce qu'on a la personnalité, parce qu'on est capable de distinguer des valeurs militaires superflues de celles qu'il faut absolument conserver. J'ai parlé de courage. Comme valeur, il y a aussi la retenue. L'officier se caractérise par son devoir de réserve dans toutes les situations. Il ne s'alarme pas, ne dit pas n'importe quoi, ne parle pas trop. Ça, c'est l'officier. Et surtout lorsqu'on est général. La loyauté envers les institutions légalement établies est une autre vertu cardinale
qui doit habiter l'officier. Une loyauté pimentée de patriotisme éprouvé et sans équivoque. L'officier ne trahit point. Un officier qui trahit n'en est pas un. Il y a aussi l'honnêteté, le sens de l'honneur, l'intelligence, l'esprit de décision affûté, l'esprit d'anticipation, le charisme ou les dons de plaire, de s'imposer dans sa vie publique, d'avoir de l'influence sur les autres, le sens de l'écoute, l'abnégation, des fortes capacités de travail, surtout le travail bien fait, seul ou en équipe. Le sens des responsabilités et, dans les pires moments de son parcours professionnel, l'officier est appelé à se doter de génie pour sortir de l'impasse et de travailler sous stress et sous tension. Car, Monsieur le ministre, vous-même, moi je vous appelle comme un général, je vous ai toujours considéré comme un général, l'armée et la nation ne pardonnent point à un officier qui échoue et qui s'effondre. Et ça, c'est un principe cardinal. Au sein de l'armée, ils sont nombreux, je voulais dire au sein de notre armée, ils sont nombreux à faire partie de cette race de chefs militaires exceptionnels. Et ils font la différence, et sur le champ d'honneur, et dans les états-majors, où ils sont appelés à travailler avec dévouement, abnégation, professionnalisme, et dans des conditions difficiles et stressantes. Ça, c'est la vie de l'officier, surtout lorsqu'on est jeune. Par contre, il y en a qui se distinguent par des actes amoraux, immoraux et illégaux. La compromission, les détournements des deniers publics, les détachements illégaux des militaires dans les mines et chez les particuliers chinois ou autres, les détournant ainsi ces militaires de leur mission. Et imaginez qu'on réclame les effectifs, et la plupart des effectifs sont dans les mines et chez les particuliers. Ça, c'est une infraction grave. Il y en a qui se sont perfectionnés dans la création des fournisseurs fictifs, dont la surfacturation et le détournement des vivres destinés aux militaires. D'autres encore se compromettent par la trahison, les assassinats. Tous ces faits sont des faits graves, gravissimes même, commis par les porteurs du titre d'officier général de surcroît. Dans ces cas, faut-il empêcher le chef d'état-major général des forces armées de les interpeller et de les mettre à la disposition des services pour investigation et, les cas échéants, de les déférer devant les juridictions militaires compétentes. Alors, c'est là où on parle d'arrestation massive des officiers swahiliphones. En réalité, c'est un faux débat. Chacun est venu dans l'armée en tant que volontaire. Chacun pose les actes à titre individuel, et lorsque ces actes vont à l'encontre de la loi, eh bien, l'autorité sanctionne individuellement les contrevenants. Et on ne peut pas venir nous parler des officiers swahiliphones qui sont ciblés. Non, il n'y a pas que les officiers swahiliphones. Il y a aussi les officiers généraux d'autres espaces linguistiques qui sont aujourd'hui aux arrêts. Donc, parler
des officiers swahiliphones qui sont ciblés par l'armée, mais celui qui les arrête là, il est de quel espace? Le général Gilles Banza, Mouilamboué. Le chef d'état-major général. Le chef d'état-major général. Mais il est de cet espace-là. Son prédécesseur. Son prédécesseur, il était de quel espace? Le prédécesseur de Le son prédécesseur de son prédécesseur, il était de quel espace? Non, on est en train d'introduire un faux débat, surtout pour distraire l'armée et surtout entraîner la division en son sein. Donc là, il faudrait que vous, en tant que communicateur, vous puissiez comprendre ça. Et j'ai évoqué les qualités de l'officier pour que vous puissiez avoir une idée sur ce que nous sommes. On n'est pas officier parce qu'on porte la tenue. L'officier, c'est un État. Et cet État ne peut pas corrompre sa fonction. Et cet État ne peut pas trahir ce qu'on est. On est contraint de servir la patrie. C'est une réalité et je voudrais que nous puissions mettre un terme sur ces débats qui n'a pas sa place au sein de l'armée et qui tend à détruire la crédibilité de l'armée. Et le chef MG, le chef d'état-major général, lorsqu'il le fait, c'est parce que lui, il a ces profils-là et il tient à redorer l'image des forces armées et à remettre de l'ordre. Et c'est pourquoi il faut écarter toutes les brebis galeuses qui sont en train d'essuyer l'honneur et la crédibilité des forces armées de la République démocratique du Congo. Un autre point que je voudrais aborder et qui fait beaucoup débat dans les médias et qui fait buzz dans les réseaux sociaux, c'est celui qui a trait au dossier de la rente des survies des dépendants des militaires. Je suis déjà intervenu dans les autres occasions, ici à la RTNC ou dans d'autres médias, pour dire que un militaire, pour devenir militaire, il y a tout un processus. Et pour devenir dépendant des militaires acceptés par l'armée, il y a aussi un processus à suivre. Il y a une procédure pour qu'un militaire se marie et pour que sa femme soit considérée comme épouse des militaires. J'ai amené avec moi la carte d'identité biométrique de mon épouse. Elle est là. Avec cette carte, elle est biométrique. Quand il y a contrôle, il suffit à mon épouse d'appuyer sur le dispositif électronique de l'ordinateur et toutes les informations toutes les informations concernant mon épouse s'affichent à l'écran. Et on sait que c'est l'épouse de telle, elle est née à telle année, le mariage a eu lieu à telle date, et ainsi de suite, et on a autant d'enfants qui sont reconnus par l'armée. Et si le militaire meurt, comme moi, je meurs, il y a tout un processus, une procédure qui est engagée par l'administration. La première personne concernée, c'est le commandant de l'unité. Moi, je suis commandant d'unité. Dernièrement, j'ai perdu un colonel. Je viens de perdre un caméraman. Alors, ce que je dois faire, c'est quoi? Envoyer le télégramme à la hiérarchie, à ma hiérarchie, pour signifier le décès, informer la hiérarchie du décès. Deuxièmement, je dois constituer son dossier et l'envoyer pour la rente de survie. Si le cas de décès est survenu pendant les opérations, sur le terrain des opérations, il y a un rapport qui est envoyé à la hiérarchie et à ce moment, ce rapport sera suivi d'un dossier constitué qu'on doit envoyer à l'état-major général via la voie hiérarchique pour que
la rente de survie et tous les frais y afférents soient débloqués. Une fois arrivé à l'administration centrale, à l'état-major général, le sous-chef d'état-major général de l'administration s'en occupe, il traite les dossiers et il l'envoie au niveau du ministère de la Défense nationale, c'est-à-dire au secrétariat général du ministère de la Défense nationale, qui s'occupe du reste. Mais dire que la rente de survie des militaires n'est pas prise en compte, non, non. La question, c'est dans la procédure. La plupart des veuves d'orphelins que vous voyez crier, ce sont des veuves et orphelins qui ne répondent pas aux critères. Et chaque fois, lorsque l'inspectorat général descend sur le terrain pour contrôler, il y en a qui n'arrivent même plus puisqu'ils n'ont même pas les dossiers appropriés. Mais général, sur cette Voilà. question, vous allez continuer. D'accord. Quand vous dites qu'ils ne répondent pas aux critères, qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'on ne peut pas se présenter soi-même comme veuve ou orphelin de militaire sans que l'on ait eu un mari ou un parent militaire. Oui. Un exemple. Le soldat X vient de terminer la formation. Les gens qui ont été recrutés dernièrement, ils ont terminé leur formation. La loi dit qu'ils doivent s'engager pour 7 ans d'exercice. 7 ans, les soldats. Et pendant ces 7 années, avant de renouveler son engagement, son contrat, il doit rester célibataire sans enfant. Il doit rester célibataire sans enfant. Mais lorsqu'il est aux opérations, et il se marie, ce mariage est illégitime dans les yeux de l'armée, puisque l'armée ne prendra jamais en compte ce mariage-là, même les enfants qui sont nés de ce mariage. Pourquoi? Parce que la loi dit que le soldat doit rester célibataire jusqu'à l'accomplissement de ces 7 premières années. Et oui. Vous avez promis d'être pédagogique. Voilà. Quand vous dites soldat, ça veut dire c'est lié à l'âge, c'est lié au jour où il commence dans l'armée. Il faut nous expliquer parce que... Si je parle des soldats des rangs. Soldats de rang. Des soldats des rangs. Ça veut dire c'est lui qui sort de la formation. De la formation, il est deuxième classe, ou il est première classe, caporal, disons oui, caporal. Tout ça, ce sont des soldats des rangs. Il y a des principes qu'on doit respecter. Pour les officiers, c'est la même chose. Je vais donner un exemple. Un officier qui va au front, l'officier, on ne peut pas trouver un général célibataire quand même. Il n'y en a pas. Le général célibataire, les dames, vous qui me suivez, si un général vous dit qu'il est célibataire, c'est qu'il veut abuser de vous. Il veut abuser de vous. Un général célibataire n'existe pas. Et lorsque le général se déplace aux opérations, un colonel se déplace aux opérations, le lieutenant, tout ça, il a son épouse quelque part enregistrée dans la base des données de l'armée, la base des données administratives. Mais lorsqu'il part, il trouve une femme quelque part. Je pars par exemple de l'Équateur à l'Équateur, là où il est en opération, ou à Beni, là où il est en opération, et la femme va croire que c'est son mari. Mais le jour où le contrôle vient, on vous demande d'apposer les doigts dans les dispositifs. Il n'y a rien, il n'y a aucune information qui sort parce que... Et puis lorsqu'on contrôle, on met le numéro matricule du militaire, on voit la photo et les informations de son épouse légitime. Et dans ces cas, que devient cette épouse-là, les Yakatofanda, que les militaires attrapent partout à travers leur campagne? C'est ça le grand problème. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si le militaire se marie, alors il faudrait que ce mariage soit légal et légalisé. Et si le mariage n'est pas légalisé, il y a un problème, puisque l'épouse du militaire doit être enregistrée dans la base des données. J'ai quelques dames qui sont sorties de Toumanga, qui sont chez moi, qui sont venues avec des bébés.
Je leur ai dit, mais comment ces bébés seront-ils pris en charge, même au niveau médical? Je suis obligé d'intercéder auprès du commandant du corps de santé militaire pour qu'on demande, pour solliciter la prise en charge de ces enfants-là, Excellence. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous avez encore quelques commentaires à faire, mais sinon, nous allons procéder. Oui, quelques commentaires. Je vais terminer par rappeler quelques dispositions légales sur ce que je viens de dire ici. Les dispositions du statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. J'ai promis être pédagogique aujourd'hui. Eh bien, je vais parler de la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. L'article 11 stipule qu'aucun militaire ne peut faire l'objet au sein des forces armées des mesures de discrimination en raison de son sexe, de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. C'est pourquoi nous disons que la question des généraux swahiliphones arrêtés est un faux débat. Ce qu'on fait, c'est appliquer la loi. Lorsque quelqu'un est en contradiction avec la loi, eh bien, nous, on est militaires. La discipline veut qu'on puisse être rigoureux en matière du respect des principes, des consignes et des lois. L'article 12, le militaire jouit de tous ses droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par le statut. Et le statut fixe plusieurs conditions. Article 16. Le militaire doit, en tout temps et en tout lieu, respecter les institutions de la République, s'abstenir de toute activité contraire à la Constitution et aux lois de la République. Il doit veiller à la sauvegarde des intérêts de la nation, éviter de compromettre l'honneur et la dignité de son État et de sa profession. Il doit servir le pays avec conscience et courage jusqu'au sacrifice suprême. Mais quand vous allez à l'encontre de cette disposition, le chef d'état-major général et la justice militaire vous attrapent. 207, article 207, le conjoint survivant de l'officier ou dit sous-officier décédé a droit à une rente de survie si celui-ci est décédé en activité de service ou titulaire d'une pension de retraite ou d'invalidité. Le conjoint survivant n'a pas droit à une rente de survie lorsqu'il y a eu dissolution du mariage à cet heure exclusif ou lorsque le mariage est postérieur à la cessation d'activité de service de l'officier ou du sous-officier. Il perd également le droit à la rente de survie en cas de remariage. Le droit à la rente de survie est acquis sans condition d'ancienneté et de service. Une femme qui se remarie n'a plus le droit d'avoir des rentes de survie. Article 209. La rente de survie de l'orphelin équivaut à 6% du traitement annuel du militaire par enfant ou à 10% de la pension de l'officier ou du sous-officier décédé après la pension. L'orphelin perd tout droit à la rente lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans et exerce une activité rémunérée. Pour l'orphelin engagé dans les études, l'âge limite est de 25 ans. Pour l'enfant frappé d'un handicap ou qui se trouve en raison de son état physique ou mental dans l'impossibilité de pourvoir à sa propre subsistance, la rente de survie est accordée jusqu'à sa mort. Et vous allez voir qu'il y a même des gens qui réclament, qui se disent qu'ils sont orphelins à 40 ans. Article 223.
La durée du service actif pour le militaire de rang est de 7 ans renouvelable une fois, 3 mois avant l'expiration du terme. Pendant les 7 ans, les militaires n'ont pas droit au mariage et à avoir une progéniture. En cas de violation de cette disposition et en cas de décès du soldat engagé qui n'a pas encore terminé son terme, son épouse est déclarée illégitime et non éligible à la rente de survie. Il en est de même des orphelins potentiels, sed lex, dura lex, dit-on. Excellence, chers consoeurs et confrères, j'ai tenu à rappeler ces quelques dispositions éthiques et légales en vigueur au sein de notre armée pour amener l'opinion à avoir une idée sur ce qu'est le militaire et le fonctionnement de notre outil de défense. Les principes sont clairs, précis et stricts et de stricte application. Le moindre dérapage entraîne l'indiscipline et amène le contrevenant à subir la rigueur de la loi. Ne dit-on pas avec raison que la discipline est la mère des armées? Excellence. Voilà, merci beaucoup, Général. C'est justement cette phrase que j'avais eu à rappeler hier à l'occasion du briefing qui m'a permis de revenir notamment sur la question par rapport aux arrestations. Général, vous savez que le principe ici, c'est les questions directes pour nous permettre d'apporter des éléments d'éclairage pour des préoccupations portées par des professionnels de médias. Ce soir, nous commençons par M. John Kanyunyu. Je vais demander à M. Félix Matuidi de se préparer, à M. Gilbert Foundier-Liévin de Zolo d'avancer. Merci, Monsieur le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya pour la parole. J'ai deux petites questions à poser au général Sylvain Kenge, que je connais de longue date d'ailleurs. Moi, général, vous avez tout dit sur la qualité d'un officier militaire. Je dis, vous avez tout dit sur la qualité d'un officier militaire. Supérieur, général, subalterne, nous avons tout compris. Mais étant reporter de guerre pendant plusieurs décennies, plusieurs années d'ailleurs, je sais qu'un militaire n'a pas de communauté. Donc vous avez, à mon avis, vidé cette question, ce qui fait polémique sur les réseaux sociaux et sur les médias. Mais je voulais savoir, ce qui fâche ou ce qui gêne actuellement, c'est que plusieurs officiers supérieurs généraux sont arrêtés pendant plusieurs années. Il y a ceux-là qui viennent de passer plusieurs années en détention. En quand le début de leur procès, parce que là, on dira plus que non, c'est parce qu'ils sont de tel parti ou tel autre parti qu'ils sont arrêtés. La deuxième préoccupation, vous avez parlé de mariage occasionnel. Mariage Yakatovanda, de Kinshasa. Mais les enfants sont innocents. Ce sont des victimes de l'indiscipline de leur père militaire engagé au FROS, pour le gros. En tout cas, il faudrait qu'on change la position du micro parce que vous sortez... Ça crache, hein? Oui, je disais ceci, je me répète. Les enfants issus de ces mariages occasionnels sont des victimes. Et ils ont droit à avoir... Ils doivent avoir quand même un parent. Quelle décision ou la hiérarchie militaire prévoit quoi pour retourner ou faire entrer ces enfants dans leurs droits? Parce qu'ils n'ont jamais demandé à leurs parents militaires engagés au front, que j'appelle, excuse-moi, indisciplinés, de s'engager avec leur maman alors qu'ils avaient ou qu'ils ont des épouses dans d'autres provinces. Merci beaucoup. Merci, John. Un militaire n'a pas de communauté, effectivement. Moi, c'est ce que j'ai appris depuis les centres d'instruction, à travers les écoles militaires, à travers ma vie professionnelle. C'est ce que moi j'ai appris. Le militaire n'a pas de communauté. Le village,
le secteur, la chefferie, le territoire, la province, la communauté du militaire, c'est la République démocratique du Congo, point barre. Et je vais ajouter quelque chose. La loi est claire là-dessus. Le militaire n'a pas de syndicat. Le militaire n'a pas de syndicalistes. Alors, il ne faudrait pas que les gens se constituent en communauté pour défendre un militaire et raconter des histoires dans les réseaux sociaux. Puisque le syndicat du militaire, c'est son chef. C'est sa hiérarchie. Celui qui défend le militaire, c'est sa hiérarchie. Mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre communauté. J'ai vu la levée, le bouclier des communautés lorsqu'on a arrêté certains officiers. Non. Ça, c'est inciter les militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Et cette attitude-là est punissable par la loi. Là, l'auditorat militaire peut vous poursuivre pour ça. Donc, il ne faudrait pas que le militaire ne peut pas s'affilier à une association, à un syndicat ou à quoi que ce soit, une association tribale, tout ça. La loi interdit ça. La loi interdit. Donc, c'est clair là-dessus, vous avez raison. D'ailleurs, vous travaillez avec les militaires depuis très longtemps et vous connaissez la coutume et les us en vigueur au sein des armées. S'agissant des enfants issus de ces mariages que j'ai appelés illégitimes, effectivement, ce sont des victimes innocentes. Mais à la fin des comptes, l'armée trouve toujours des parades pour pouvoir trouver un moyen de procéder à l'enregistrement de ces enfants-là. Mais ce n'est pas du tic au tac puisque la loi l'interdit. Ce n'est pas du tic au tac. Mais ça peut aussi créer des problèmes dans le foyer, dans les foyers dits militaires. J'en ai connu. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on est humain et des fois, on laisse passer certaines situations, mais la loi l'interdit. Voilà, merci. On va prendre la question de M. Liévin de Zolo. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole de l'armée générale. J'ai religieusement suivi votre pédagogie. Alors, ma question est celle-ci. C'est en rapport avec la dernière sortie médiatique du général Kachama Luboya, le gouverneur de l'Ituri. Alors, peut-on parler des soldats d'errants dont il faisait allusion quand il parlait de la suspension de leurs soldes ou des officiers? Deuxièmement, comme la discipline est la mère des armées, y a-t-il des sanctions prévues à cet effet quant à cette sortie médiatique s'il s'avère fausse? Merci. Merci. Vous parlez de la sortie médiatique du général Luboya. Je ne suis pas qualifié pour parler de ça parce que le général Luboya a une double casquette. Il est à la fois lieutenant général, officier de l'armée, c'est mon chef, et il est aussi politique. Il a une casquette politique en tant que gouverneur militaire. Et il a fait sa déclaration, c'est sa hiérarchie qui apprécie. C'est pas moi, j'ai pas qualité pour apprécier ce que lui a fait, mais il a une hiérarchie à la fois militaire et civile pour apprécier ce qu'il a fait et prendre les dispositions qui s'imposent. Si ça a été, c'est allé à l'encontre de ce que moi j'ai dit ici. Quelles sont les sanctions dont l'armée, tout comportement a une sanction positive ou négative. Si vous faites bien votre travail, vous serez sanctionné positivement. Si vous faites mal votre travail, vous serez sanctionné négativement. Tout est prévu dans l'armée. Nous avons nos règlements militaires, les règlements, il y en a plusieurs. Chaque domaine d'activité de l'armée a un règlement et c'est régi par des lois. Donc là-dessus, ce n'est pas à moi de le faire. Moi, je suis pas j'appartiens pas
Je fais pas partie de la hiérarchie du gouverneur. C'est ça, la hiérarchie qui va apprécier. Général, il y avait une question de John Canune tout à l'heure qui revenait justement sur les cas des officiers qui ont été arrêtés pendant plusieurs mois. Et il fallait évidemment être en mesure de dire ce qu'il en est exactement parce qu'eux aussi ont droit à des procès. Oui, nous sommes en guerre. Et la guerre, c'est une circonstance exceptionnelle. Là, vous devez le retenir. Et à certains moments, si le commandant suprême déclare l'état de guerre, on peut même réquisitionner, monsieur le ministre, on lui donne l'uniforme, on peut réquisitionner vos médias. Et vous n'allez pas dire que nous sommes... Je suis déjà en uniforme. Voilà, nous sommes en dehors de la loi. Non, on est en guerre et il y a certaines circonstances exceptionnelles qui sont appliquées. Il y a des officiers qui sont arrêtés pour des raisons évidentes. Imaginez qu'en Ndolo, il y a des officiers qui ont été condamnés pour avoir détourné 20 000 $. Là, c'est une réalité. Je connais un ami général qui a été condamné parce qu'il a autorisé le déplacement d'un véhicule de l'armée pour des fins autres que celles de l'armée, et ce véhicule a connu un accident et lui, il a été emprisonné. Il a été condamné. Et imaginez quelqu'un qui détourne 200 000 $. Imaginez quelqu'un qui détourne 1 million de $. Et les gens disent que parce qu'on les arrête parce que ce sont des soiliphones. On les garde longtemps en prison. Non, non. La procédure, nous sommes en guerre, la procédure en temps de guerre, elle est telle que ça doit être de cette manière-là. On approfondit tout. On a tous les éléments avant d'envoyer quelqu'un, de le déférer à la justice militaire. Les gens disent, on parlait des officiers soiliphones, mais il n'y a pas que les officiers soiliphones, il y a même les officiers d'autres, je l'ai dit, d'autres espaces linguistiques. Mais chacun a été arrêté pour une infraction posée individuellement. Donc ça, c'est une réalité. Et rassurez-vous que le temps qu'on fait là-bas, on ne va pas passer une éternité. Dès que le service termine les investigations, il boucle les dossiers et les dossiers seront transmis obligatoirement à la justice militaire pour la suite. Mais ce qu'il faut retenir aussi ici, c'est que l'armée, comme tous les corps, est réglementée. Et qu'il va de soi que chaque fois, c'est pas pour rien qu'il y a des sanctions ou des mesures disciplinaires qui sont prévues, y compris dans les rédactions. Et donc, il ne faudrait pas considérer que chaque fois qu'il y a eu une interpellation d'un militaire, que cela est forcément lié à une question tribalo-ethnique, dans un contexte où le président de la République a fait de la montée en puissance de nos forces armées le premier objectif de son action. Et dans ces contextes-là, dans une armée où, disons les choses telles qu'elles sont, où on a hérité des difficultés en termes de logistique, en termes de circuits d'approvisionnement, où il y avait des effectifs déclarés mais qu'on ne voyait jamais, mais comprenez qu'il y ait à un moment donné un travail de contrôle qui s'efface et des responsabilités qui puissent être établies. Comment vous voulez nous demander de nous assurer que nous faisons la montée en puissance de l'armée, que nous la rendons plus forte, mais comment voulez-vous nous reprocher en ce moment-là, lorsqu'on remarque que tel acte qui a été posé n'a pas été posé dans les règles de l'art, qu'on interpelle? Nous sommes dans un contexte où on l'a vécu. Les troupes sont engagées au front, il y a des traîtres. On a vécu où nous sommes engagés, où un major ou un commandant fuit ou ne répond pas
à son devoir. Mais pourquoi voulez-vous que l'armée ne puisse pas tirer les conséquences d'un tel comportement? Donc, il faut que, quelque part, que nous tous nous sachions que nous, comme gouvernement, en l'occurrence l'armée comme corps, est en droit de s'organiser à tout moment, que chaque fois qu'il y a des brebis galeuses, que chaque fois que les règles ne sont pas respectées, on en tire les conséquences. Pour autant qu'on donne les moyens de défense à tous ceux qui sont interpellés pour que cela puisse se faire de la manière dont la justice, que la justice recommande plutôt. Donc, il faut que cela soit bien clair, ça éviterait d'avoir de suspicions inutiles dans un contexte où il y a trop d'attention qui sont accordées à l'armée par rapport à la situation que nous avons et que parallèlement, beaucoup des moyens sont engagés. Nous devons nous assurer que ces moyens parviennent aux troupes et ceux qui, dans leur gesticulation ou dans leur action, ne font pas parvenir les moyens destinés aux troupes, ne nous empêchez pas de tirer les conséquences. Et surtout qu'il y en a qui sont interpellés et relaxés. Et maintenant que les efforts sont mis pour améliorer les conditions de travail et des vies des militaires, on ne peut pas se permettre de voir les officiers dilapider les moyens mis à leur disposition par les gouvernements. Voilà, merci. Monsieur Félix Matuidi, allez-y s'il vous plaît. Excellence, merci pour la parole. J'ai deux questions pour le général. Au général, où serait à l'heure actuelle le général Gabriel Amissi Tangofor? Selon une certaine opinion sur la toile, il aurait rejoint la rébellion avec des millions de dollars concernant la rente des militaires engagés au front. L'autre question concerne l'opération Nguemba. Selon les informations à notre possession, il y a certains insurgés Mobondo qui ont été sensibilisés par la RAD, mais à l'heure actuelle, ils sont abandonnés à leur triste sort, et ce qui occasionne des pillages, des tracasseries et autres maux dans cet espace Grand Bandundu. Alors, que prévoit l'armée pour ramener tous ces insurgés dans selon la planification établie? Hier, j'ai parlé avec, je ne sais pas, il a fait aujourd'hui. Le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, il a fui aujourd'hui, puisque c'est vous qui me donnez cette information-là. Mais je suis sûr que s'il nous suit, il est en train de rigoler dans sa maison, puisque hier j'ai parlé avec lui. Le communiqué que vous avez vu passer à la RTNC sur les contrôles biométriques, les contrôles de l'inspectorat général qui est prévu, c'est lui qui me l'a envoyé. Bon, je ne sais pas s'il est parti aujourd'hui, mais j'ai doute fort. Les millions d'argent issus de la rente de survie des dépendants, lui, il ne les gère pas. Lui, son rôle, c'est contrôler et rendre compte. C'est ça le rôle. C'est l'IGF de l'armée. De l'IG, Inspectorat général de l'armée, c'est l'IGF de l'armée. L'IGF de l'armée ne touche pas aux espèces. Oui, c'est contrôler les fonctionnements de l'armée, contrôler comment on gère les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources logistiques, contrôler comment les finances sont gérées et y faire rapport au ministre de la Défense. Il ne gère pas des millions, à part ses frais, les frais de fonctionnement qu'on lui envoie. Eux, ils ne gèrent pas des millions. Et je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a fui, mais moi, au niveau de l'armée, nous n'avons pas cette information-là. L'Excellence a toujours parlé des gnosologues. Ah, peut-être au niveau de ces gnosologues-là, ils peuvent nous donner les précisions, mais moi, j'ai parlé avec lui hier. Non, c'était avant-hier. Avant-hier soir, il m'a appelé, il m'a dit qu'il allait envoyer les communiqués. Et les communiqués, je l'ai envoyé à madame la DG de la RTNC pour diffusion. Voilà. Et en ce qui concerne les insurgés Mobondo, il y a des sensibilisations qui sont menées, et par la RAD, et par l'armée, et par même le gouvernement. Et ce qui est vrai, c'est qu'à leur niveau, ils ne s'entendent pas.
il y a des affrontements entre eux. Dernièrement, vous avez suivi un colonel autoproclamé a été tué par les autres factions de Mobondo. Mais ce qui est vrai, c'est que nous continuons à mener les opérations, l'armée continue à mener les opérations au même moment que la sensibilisation continue. Et si les gens ne veulent pas se rendre, nous allons poursuivre les opérations. Il y a l'opération Gemba qui est là, qui continue à faire son bonhomme de chemin. Voilà. Voilà, merci. On va prendre la question de M. Félix, de M. plutôt Gilbert Fundi. Merci, Excellence. J'ai deux questions, une pour vous et la seconde pour mon général. Excellence, l'ONG Human a rendu public aujourd'hui quelques exactions et tueries exécutées par le M23 en février dernier dans la ville de Goma. Comment le gouvernement réagit-il à cette triste annonce? Pour mon général, il me semble qu'il y a absence d'une communication efficace sur l'opération Gemba. À quand le focus sur quelle opération? Opération Gemba. Gemba, oui. À quand le focus sur cette communication? Voilà, merci pour votre question. Bon, je pense que c'était la semaine dernière. Nous étions ici où on est revenu sur le rapport d'Amnesty International. Comme je le dis et je le répète, ceux qui occupent actuellement Goma, c'est... Il y a une expression que j'aimais beaucoup dans l'histoire, mais c'est une histoire triste. C'est des bouchers. Parce qu'en réalité, si vous devez collecter, au-delà de toutes les preuves que nous avons, des témoignages que nous enregistrons, lorsque vous lisez le rapport d'Amnesty International sorti la semaine dernière, lorsque vous lisez le rapport de Human Rights Watch sorti aujourd'hui, vous vous rendez compte de la barbarie, de la terreur et de la gouvernance par crime. J'insiste sur le mot crime, parce que la volonté claire, c'est de s'aimer la terreur. La volonté claire, c'est de dire, plus on tue, mieux c'est. Parce que plus on tue, plus on sème la terreur, plus on est craint. Et c'est tellement paradoxal de voir les mêmes qui sont auteurs de ces crimes odieux, de ces massacres, vouloir se présenter comme des sauveurs. J'entends de bruit du genre Kinshasa punit les populations du Kivu parce que les secteurs bancaires n'est pas opérationnel. J'y avais répondu ici. Mais tenez-vous bien, quelle est la banque qui va, par exemple, accepter de travailler avec un mouvement qui est sous sanction américaine? Qu'on ne vous trompe pas, les leaders, ces supplétifs, n'ont pas le droit d'utiliser d'aucune manière les dollars américains. Et d'ailleurs, s'il y a des cas enregistrés, pour tous ceux qui sont des témoins dans les Nord Kivu des opérations qu'ils commettraient, il faut les signaler, parce que le FAC va les sanctionner. Et les banques ne sont pas fermées du fait de notre volonté, du fait du fonctionnement du système et des conditions de sécurité, y compris pour les épargnants. Alors, vous ne pouvez pas, d'une part, vouloir vous présenter comme ceux qui ont besoin de soulager la misère des populations et de gouverner par crime au quotidien. Et aujourd'hui, c'est un climat de terreur qui règne dans ces partis sous occupation. Et c'est pourquoi le président de la République et nous tous, nous travaillons à donner un coup d'accélérateur à tous les processus qui sont en cours, parce que cette situation doit vite s'arrêter. Et donc, les bouchers de Goma doivent, à un moment donné, se souvenir que l'histoire avait repéré les précédents bouchers et il y a eu les conséquences qui étaient celles-là. Et donc, ici, je rappelle la nécessité pour nous tous de rester mobilisés. La nécessité pour nous tous d'exprimer toujours ces sentiments de soutien
et de solidarité aux populations qui sont affectées. Je l'ai dit il y a quelques jours ici, nous au gouvernement, lorsque le ministre de la Santé, les ministres de la Défense, les ministres de l'Intérieur font leur briefing, ils commencent toujours par nous faire le point de la situation dans les parties qui sont sous occupation. Même si ceux qui nous informent, les agents de certaines structures du ministère de la Santé sont poursuivis parce qu'ils communiquent des informations, mais nous continuons à nous assurer que les moyens parviennent par des circuits humanitaires pour toutes les populations qui en ont besoin dans cette partie du pays. Et donc, ces rapports des Human Rights Watch, comme le rapport d'Amnesty International, et comme il y a des témoignages multiples des journalistes et d'autres structures comme des ONG à Goma, doivent converger vers Genève pour la mission d'établissement de faits, doivent converger vers la CPI, parce que pour le mois de septembre, normalement, nous aurons une commission d'enquête internationale qui sera en mesure de s'appuyer sur tous ces rapports pour établir les responsabilités de tous ceux qui commettent ces crimes. Voilà, merci. Général. Pour renforcer ce que vous dites là, mon agent vient de me montrer une image. Je vous informe que j'étais avec un agent qui a été envoyé au CECAS, affecté au CECAS. Je suis resté sans agent. Et heureusement, le chef d'état-major général m'a affecté des agents. Ce sont des professionnels de médias, de la communication opérationnelle, les professionnels des terrains, Makazuka et Ndjike que vous connaissez, Guillaume, qui sont devenus mes agents. Ça, c'est une information que je porte à votre connaissance. Et il m'a montré une image au Kankatindo, une église fraîchement construite qui a été détruite par les M23. C'est pour corroborer ce que vous avez dit. Absence de la communication dans l'opération Ngemba. Oui, depuis un certain temps, il y avait ce déficit de la communication, mais il ne faut pas laisser cette responsabilité à l'armée seule. Vous aussi, vous avez le devoir de communiquer là-dessus puisque vous avez suffisamment d'informations. Mais sur le terrain, nous avons pu envoyer affecter un communicateur militaire expérimenté qui a fait du bon travail à Beni. C'est Anthony Mwalushai qui s'occupe de cette communication. Depuis un certain temps, il y a beaucoup d'informations qui sortent, qui sensibilisent la population. Il est en train de sensibiliser la population, de sensibiliser les organisations locales et même les miliciens pour laisser tomber les armes et essayer d'entendre la voix de la raison. C'est même pas pourquoi on se bat de ces côtés-là. Quelle main noire est derrière ces gens-là? Je ne sais pas. Les recherches sont en cours. Peut-être qu'un jour, tout sortira au grand jour. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il fait un travail de qualité sur le terrain et il doit être appuyé par vous. Et heureusement que j'ai 2 agents expérimentés qui vont m'aider à l'appuyer aussi pour que nous soyons informés de tout ce qui se passe de ces côtés-là et que la communication soit efficace et proactive. Voilà, Général, on va prendre la dernière série de questions avec Martin Moudimbi, j'espère Labunda, et on terminera avec Jimmy Mukendi pour la question en Lingala. Merci, Excellence, pour la parole. Mon général, les briefings de ce soir a eu des visées pédagogiques. Nous avons reçu un certain nombre d'informations autour de l'armée. Ceci m'amène à vous demander, est-ce que c'est possible, dans le cursus d'un militaire au sein de l'armée, que ces derniers puissent devenir officier général, c'est-à-dire général de brigade, général-major à moins de 30 ans? Est-ce possible? Vous dites qu'ils deviennent? Je n'ai pas compris la question en tout cas. Je demande si dans le cursus normal d'un militaire au sein des FARDC, s'il est possible que ces militaires deviennent officier général, c'est-à-dire général de brigade ou général-major à moins de 30 ans. Est-ce possible? À moins de 30 ans. 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 Oui. On va prendre la question de M. Jesper Labunda. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole accordée.
Mon général, en perspective de la couverture santé universelle initiée par le chef de l'État, il est prévu une dotation d'une carte nationale d'assurance santé qui permettrait bien sûr aux militaires d'accéder aux soins de santé sans contrainte financière. Question. Comment comptez-vous accorder ces privilèges aux dépendants des militaires dans les zones sous occupation? Merci. Voilà, Général, on peut répondre aux 2 questions en français. Ensuite, on terminera avec la question en lingala. Merci, Excellence. Général, en moins de 30 ans, il ne faut pas oublier que nous venons de loin et nous venons d'une situation particulière. Il y a eu, pendant la Deuxième République, puisque moi j'étais formé militaire pendant la Deuxième République, c'était difficile d'escamoter les grades. Il n'y a que les aumôniers et les médecins aussi qui pouvaient sauter des grades. On les recrutait au grade de... Et puis, lieutenant directement. Et puis, il devenait... après lieutenant, il devenait major et ainsi de suite. Puisque c'était un statut particulier à l'époque. Mais moi, j'ai été recruté pour faire la carrière d'officier. Puisqu'il y a la carrière de soldat et la carrière d'officier. Il y a aussi la carrière des sous-officiers. Général, parce que vous faites la pédagogie, dites-nous, la carrière du soldat, c'est soldat de première classe, soldat de deuxième classe. Voilà. Il peut s'arrêter au grade de caporal. Et donc on est soldat, soldat de première classe. On est recrue d'abord. On est recrue, voilà. Recrue, soldat de deuxième classe, soldat de première classe et puis caporal. Là, il peut s'arrêter là. Pour devenir sergent, il doit passer par une école, une formation. Il y a l'école des sous-officiers. Et là, il devient sergent et il peut passer premier sergent, sergent-major, premier sergent-major et il s'arrête là. Pour devenir adjudant, il doit passer par une école. Et lorsqu'il devient adjudant, puisque de sergent jusqu'à adjudant-chef, ça c'est la carrière des sous-officiers. Et pour devenir adjudant, il doit passer par une école. Et lorsqu'il a le grade d'adjudant, il peut aller chaque 3-4 ans, s'il est discipliné, il accède au grade d'adjudant de première classe et puis d'adjudant-chef. Mais aller, à partir de ce moment-là, pour devenir officier, la carrière d'officier commence par le grade de sous-lieutenant et ça s'arrête par le grade de général d'armée. Pour devenir sous-lieutenant, lui aille à l'académie militaire. Mais à l'académie militaire, on recrute, comme moi, j'ai été recruté civil pour aller à l'académie militaire. J'ai terminé à l'académie militaire, on m'a confié le grade de sous-lieutenant, je suis passé lieutenant, et je suis resté presque 10 ans avec ce grade de lieutenant pour tout ce qui est arrivé, avec l'entrée de l'AFD et comme ça. Je suis devenu capitaine, et puis major, et puis lieutenant-colonel, colonel, et puis il a plu au commandant suprême de me nommer général de brigade, et aujourd'hui je suis général-major, commandant du service de communication et d'information des forces armées, porte-parole de l'armée. C'est comme ça que ça se fait. Mais est-il que, à partir de l'arrivée de l'AFDER, il y a une révolution. Et ceux qui sont arrivés, ils sont arrivés avec la révolution, et il y en a qui ont acquis des grades de cette manière-là. Et ces grades, pour la plupart, ont été complétés par un cursus de formation dans les écoles. Beaucoup sont entrés dans les écoles, et ceux qui n'ont pas eu la capacité de poursuivre les études, il y a eu des passerelles pour essayer de les encadrer en matière de formation. Et c'est ça le problème. Le processus normal, il est là,
Mais nous venons d'une situation particulière et vous devez comprendre qu'il y a des officiers qui sont devenus des généraux en moins de temps par rapport aux autres. Puisque c'est ça la particularité de la situation de notre pays. Assurance et santé des militaires, oui. C'était la semaine passée, j'ai assisté, j'étais avec le commandant du corps de santé lorsqu'il venait présenter cette situation au chef d'état-major général. Et comme il y a eu celle de notre admission dans le processus de l'administration avec le ministre de la fonction publique, il y a aussi le ministre de la Santé qui voudrait intégrer l'armée et ses dépendants dans le processus d'assurance maladie. C'est une bonne chose. Et si nous, on est accepté, c'est que nos dépendants aussi. Et il y a les dépendants et dépendants. Je vous ai lu les articles du statut, de la loi portant statut des militaires. Quand un enfant dépasse l'âge voulu, et s'il n'est pas dans le processus d'études, de formation, alors cet enfant-là se prend en charge. Moi, j'ai mon fils aîné qui n'est pas comptabilisé dans la base des données parce qu'il est au-delà de 30 ans. Il a presque 40 ans. Il va vers 50 ans. Mais mon épouse, mes enfants seront pris en compte lorsque nous serons intégrés dans ces processus. Il n'y a aucun problème. Voilà. On va prendre la dernière question, la question de Jimmy Mukendi en Lingala pour clôturer. Merci beaucoup, Excellence, pour na maloba. Motuna Liboso, na porte-parole et armée, Jean Simon Kenge. Sylvain Ikenge, le bombardier. Motuna Nanga Ezali Koyeba, d'abord merci pour na Onyo Stoki na français, parce que aux 8 ans, pédagogiquement, il y a expliqué le rôle de l'armée, penini, tondengeni, soldat, il faut azala. Nakose pilato, nakosenga, na autorisation à ministre, ce qui ça il a vu moi synthèse mouké na lingala pour te comprendre quintessence il y a communication dans notre pays bozindo il y a communication au yo linga kopé ça biso mokwalilo par rapport il y a discipline pays il y a armée. Deux préoccupations pour la ministre de la communication porte-parole du gouvernement mokolo ya lelo na New York République démocratique du Congo ezali élu comme membre non permanent il y a Conseil de sécurité, Koloba, ils allaient avancer mon cours diplomatique, puis 2 jours avant. Tu vois que dans le 80e sommet, le 9 septembre, RDC a élu comme vice-président. Question où tu n'es pas téléspectateur, c'est-à-dire le fait que RDC est comme membre non permanent. RDC a gagné nini, toko gagné nini, et Robakisa nini, na Oyo Congo, ils allaient l'élo. Deuxième préoccupation par rapport à aux cas na est il y a République démocratique du Congo au Limbisata Mousseza moi raccordement balobito lobela sous Joseph Kabila te na ba TV yo confirmant Olobeli yango déjà. Président, c'est ça que je crois que à ça qui interview Oyo a Pesaki parce que c'est le CESAC nde etalaka makambu oyo etali contenu yaba média. Je pense que azala qui précis a Pesaki pe ba raison ba pandisango ndenge organisation na biso ezalaka mutu na mutu azaka na limite ya compétence na ye. C'est le CESAC qui s'occupe du contenu des médias et c'est le CESAC qui s'assure ya kopesa ba directive ya couverture ya ba makambu mibale misato en tenant compte du contexte autozanango. Je crois que ba kanonyoso c'est ça kazaranango bozanango oyo c'est ça que pesi netinzela il faut bino ba pandisango bo s'assurer que bolandango luka raccordement te po nyo sala ezaneti mo raccordement kasi ngana za molobeli ya gouvernement fois que cela sera de besoin tokoya kopesa bino biyano na makambo etali ndenge mboka ezokende y compris
na makambo etali ba situation na ba parti oyo eza sous occupation ndenge tomesana kosala. Alors na kosepela général apesa biyano na Mokuse asa la résumé na lingala ya makambo utaki kolimbola awa nga na kozwa maloba na suka pona pesa ba réponse na biyano na yo pona pesa biyano na mituna na yo. Merci. Na Mokuse na lobaki boye soda o babengi officier puisque tous en troupe puis tous en a ba sous-officier na ba officier mais o babengi officier yende mokonzi ya mampinga moto na esika na ye motu wana o babengi officier ye akoki azala moyibi te ye akoki ateka mboka na ye te ye aza moto ya bilobaloba te ye atosaka mibeko o soki ye atosi mibeko akosenga baza nsima na ye batosa mibeko o soki yo moko ozotosa mibeko te mpe ozosenga soda atosa yango soda akotosa yango te. Officier aza moto ya limeme ya liboso ya discipline ya liboso abengi officier. Soki officier aza en discipline te soda pe akomemia ye te soda pe akotosa ye te. Officier il faut atosa mibeko ya mboka bakonzi ya mboka yende akolakisa basoda. Officier nde oyo amemaka bato na bitumba e soki omemi moto na bitumba oyebi etumba eza lisano ya liwa. Alors moto oyo amemaka bato na bitumba officier mokonzi amemaka bato na bitumba ye ifo azala motema piko aza moto oyo azalaka na soda ntango nyonso asolaka na soda ayebi pasi ya soda aliaka na soda esika moko ayebi kolela ya soda mpe ayebi makambo nyonso ya mpasi soda azalaka na yango mpe aza kopesa biyano ebongi te ete ngai lokola général nazala moto oyo aza kobebisa makambo ya armée. Yango wana tomoni bakonzi ebele ya mampinga batangi bango baza kosambisa bango bamosusu basi bakota boloko bamosusu baza nano kosubir processus na ba service na biso pona nini babuki mibeko e ngai nayaki na armée nga moko moto amemaki nga na armée aza te naza baninga na ngai tosisaki na ezala na académie ezala na centre d'instruction nzela moko mais mutu na mutu ayaki na nzela na ye soki mpe moto asali mbeba asalaka mbeba ye moko ye nde akozala responsable ya mbeba oyo asalaki liboso ya mibeko. Mokonzi nde akangaka te mibeko nde ekangaka soki obuki mibeko mibeko ekangi yo. Alors totika bilobaloba o baswahili bakangi bango baza kolandaka bango bongo mokonzi ya liboso ya mapingo aza nsima ya commandant suprême ye aza nani? Seza moswahili oyo azalaki liboso na ye azalaki nani? Moswahili oyo mpe azalaki liboso ya oyo azalaki liboso na ye azalaki nani? Moswahili. Bakonzi oyo epa na ye na état major na ye nani aza adjoint na ye mokitani na ye ya liboso? Moswahili. Bakonzi ebele baza na mampinga baswahili. Eza te mpo na kolanda baswahili eza eloko moko te na armée bapekisa biloko wana ya kosible bato. Ngai mboka na ngai naza na tata mama akufa naza na mboka na ngai oyo nga na botama na village na ngai naza na secteur na ngai naza na territoire na ngai naza na province na ngai lokola nazalaki civil lokola nakoma soda village na ngai groupement na ngai territoire na ngai province na ngai kombo na yango République démocratique du Congo et wana eza mpo na basoda nyonso na bapolisier.
Aussi ici, général. Merci, ici, Excellence. Alors, Namituna Oyotuni, Omoni, République démocratique du Congo, Bissotolobaka, nous sommes un grand pays. Et on ne peut pas nous définir Nabakokoso Tozanango. Et les grands pays s'affirment dans le concert des nations. L'élo République démocratique du Congo, Namikolo Eleki, Boyokaki, Tozalaki, Tokotaki na Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme, où nous avons été élus. Namakambo Nyo Suetali, droit de l'homme, Yomoro Lobango na Lingala, il y a humanité, place ma décision et Zoamaka. Il y a Touroyo, Tokomi, d'abord, la vice-présidence, il y a Assemblée générale, il y a Conseil des. Il y a Assemblée générale des Nations Unies. Au Moni, net une assemblée, tozarana bureau. Sur Otali, na ba réunion Assemblée générale, il y a Conseil de sécurité. Bomona kezarana bato bavan na kalikolo. Vice-président, Moko Arozala, Congolais. République démocratique du Congo. Yamotuya, Makasi Lisusu. Eza Oyo va annoncer les lots. Après le vote, 183 sur 87, la République démocratique du Congo a Rosala parmi les 15 pays membres du Conseil de sécurité. Alors, le fait que Bisso to Rosala wana, Tokomema O ya Bisso expérience, peut que Tozala na cadre ba décision nyo se zoamaka. Bisso morope to Rosala na misu. Na makambo ezo intéressé biso deti makambo tali kimia. Na Conseil de sécurité boebi, il y a 5 membres permanents. France, États-Unis, Russie, je pense Angleterre, la Chine. Ensuite, il y a les 10 autres membres. Au Bayaka qu'on rejoindre les 5 pour basala Conseil de sécurité. Oyo, eza organe et réglaka tous les problèmes liés à la paix na sécurité na mokili. Ça veut dire organe oyo et traitaka makamo etali droit de l'homme na Genève tozana kati bino moko bomonaki tout à l'heure na lobaki makambo ba mission d'établissement des faits makambo ba commission d'enquête internationale o ezali koya pona makambo etali bazo boma boma na Goma na Bukavu. Ensuite tozana conseil de sécurité kasi na kati kuna tokolobela kaka makambo etali bisote po kimia ezonga tokolobela pe makambo etali ba conflit mususu tokolobela pe makambo etali na lopoto balobaka multilatéralisme comment ba structure hein oyo ya mokili ko bandi ekoki ko banda ko concourir à ko régler ba problème na kati wana. N'oubliez pas aussi il y a une réforme au président de la République asi alobaka biso pe ba africain tozana posa tozala pe représenté comme membre permanent. Il y a Conseil de sécurité parmi les 5. Makambo Taliba réforme. Donc, Ezaba Kozoyo, ministre Anabiso Affaires étrangères, Maman Thérèse Kaikwamba, Azaki Kolandelana, équipe Nyoso. Je pense que Oyo, Eza victoire Moussous, il faut tout bakisa. Naba victoire Oyo, toujours engagé au plan diplomatique. Tobo Sanate, les deux Tozana Mapinga, depuis 2022, Tobima na embargo. Todo Barali Solo Anamingite, mais on a fait 18 ans. Namboko yo o armée koka ki sombata officiellement mundu kité. Donc ce qui to lobito ça la liste il y a ba victoire diplomatique autojui na président Félix Antoine Tshisekedi en tout cas ba congolais faut ba betela maboko. Nako baki saboye parce que pendant que tozo solo la awa les conseils d'administration il y a Banque mondiale viennent d'approuver un financement de 1 milliard de dollars pour Inga 3. Tobanda kobeta masolo inga banda kala. Ya touro bisiko tokomi lelo. Financement, conseil d'administration, ya Banque mondiale baouti ko approuvé 1 milliard. Na phase à Liboso, Torotalana nous comment on va traiter makamba population riveraine. Alors, tovanda ka batuba ko sala makelele a kuna mboka ngobo et détournement mboka ngo corruption mais bozomo na ndenge tozo avancer. Ce qui gouvernance la biso zaki makasité. Ndeba avancé oyo tozo zango pété ndeko Jimmy Mukendi il faut qu'on y ait l'air to le changement des narratifs l'air to le mboke zo changer que président de la République premier ministre peut biso gouvernement to la raté
bah résultat eza neti nzete l'air ekolaka esalaka makelele te hein. Ti omona nzete ekoli ekomi kopesa mopepe toza na processus oyo toplanter ebele banzete ekomi kokola malembe mpe bakongole bango moko bakomona badividende soki bomoni ke badongolo miso bakoma kosala biso bitumba eza mpo baluka batya mwa frein mais Congo ekotelema mpo toza na système akongole telema. Merci Général. Nous sommes à la fin de cet exercice de redevabilité. On a voulu faire un peu de pédagogie ce soir pour que les uns les autres comprennent mieux les efforts que nous consentons d'abord sur la prise en charge de militaires et de leurs dépendants, mais aussi sur le fait que l'armée, on ne peut pas penser pouvoir tribaliser les questions de l'armée, surtout lorsque cette armée veut s'assurer que tous les responsables commis à des différents postes de responsabilité s'acquittent de leurs tâches en toute transparence. Effectivement, Excellence, ce qu'il faut faire, c'est que nous devons cesser de spéculer autour des questions militaires. L'armée est suffisamment organisée. Chaque unité arrêtée l'a été pour avoir été en conflit avec la loi individuellement. Et chaque unité a été également en conflit avec les règlements militaires. Qu'on ne cherche pas à diviser l'armée. L'armée, c'est le socle de la nation. Il faut l'épargner du poison rwandais, comme vous avez l'habitude de le dire. Le chef MG, sous la houlette du commandant suprême, est en train de remettre de l'ordre dans la boutique. Ce que nous devons faire, c'est l'aider à avancer et aller de l'avant pour que l'armée retrouve ses lettres de noblesse. Voilà, merci beaucoup, Général, pour les précisions que vous avez apportées sur ces différents sujets. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs de la presse, de vous être particulièrement mobilisés et bonne soirée chez vous. Merci.